Merci beaucoup Stéphane. J'ai envie de commencer par votre témoignage déjà, Christophe Lucas. Expliquez-nous un peu comment on vit au quotidien. Vous avez, je crois, un fils atteint d'épilepsie. Oui, enfin, il est décédé il y a 2 ans et demi. Vous avez été d'épilepsie. confronté? Comment? Vous avez été confronté à ces questions de J'ai pénurie? été confronté régulièrement aux pénuries de médicaments, mais enfin, nos adhérents de l'association le sont quotidiennement en fait. On a à peu près une dizaine de médicaments qui sont fréquemment en pénurie en pharmacie. Alors, sur Paris, c'est vrai qu'on arrive globalement en Île-de-France à trouver des solutions. En province, enfin en région, c'est beaucoup plus compliqué. Quand il y a une pénurie d'un traitement, il n'y a pas de solution. Et la C'est le problématique système D, comment on fait dans ces cas-là? On court les pharmacies? Alors, la problématique, c'est que en pharmacie, normalement, la pharmacie elle est censée avoir 2 mois sur la plateforme de traitement et le laboratoire 4 mois, mais il y a des médicaments qui restent régulièrement en pénurie. On a eu le cas du Sabril il n'y a pas très longtemps et historiquement, en 2016, 2018, 2019, la Dépakine. Et puis là, ces derniers mois, on a eu le Tegretol, on a eu plein de médicaments. Et le souci en épilepsie, c'est qu'on a des marges en fait, au niveau du traitement qui sont très très faibles. Et si vous avez un traitement qui est en pénurie, vous ne pouvez pas aller sur un générique. Et c'est le risque. On ne peut pas changer le médicament en cours de traitement. Voilà. En épilepsie, si on doit changer de traitement, il y a une réadaptation de traitement qui dure plusieurs semaines. En moyenne, hein, c'est ça. Et si vous prenez tel médicament et qu'il est en pénurie, vous ne pouvez pas le changer. On fait alors dans ces cas-là, concrètement, on bricole. Alors, il y a souvent le système D. Entre patients, qui se connaissent, hein, c'est pas forcément adapté. Souvent, c'est des mails, des appels à l'épileptologue pour lui dire comment on fait là, j'ai une solution. Et c'est à lui d'essayer de trouver une solution, de se réadapter en fonction de ce qu'il sait sur l'état du marché. Et ça, ils le connaissent. Elles durent combien de temps, ces pénuries, ces ruptures de stock? Ça s'arrange? Est-ce que ça date aussi post-Covid, pendant le Covid, ou c'était précédent? Ça a toujours été, ça fait 10 ans en épilepsie, c'est fréquemment, c'est très très fréquent. Et quels que soient les médicaments eux-mêmes, en fait, c'est vraiment très très fréquent. Et je pense que la problématique, elle est un peu plus large que ça. C'est la gestion des approvisionnements en pharmacie et dans les centrales qui pose problème à un moment donné et qui patauge un petit peu. D'accord, donc c'est la gestion en France, pas forcément la question de la fabrication et l'information. De la molécule à l'étranger. C'est un travail bien meilleur ces dernières années d'information. Je vous donnais l'exemple du Sabril. Ils ont informé dès le mois de janvier qu'il allait y avoir une pénurie. Ils ont demandé à ce que les nouveaux patients ne soient pas traités au Sabril et qu'ils soient attendus en attendant que cet été, la réindustrialisation reparte en Italie. Mais globalement, l'information, elle est donnée par l'ANSM. Elle fait son travail aujourd'hui. Simplement, derrière... C'est l'Agence du médicament qui pilote l'Agence nationale de santé du médicament. Très bien. Anne-Sophie Leroux, il y a beaucoup de témoignages de pharmaciens qui disent que parfois ils sont obligés de sélectionner leurs patients pour tel ou tel médicament en fonction de leur pathologie. On arrive à quantifier un peu les choses. De quoi manque-t-on le plus aujourd'hui ? Eh bien, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce dont on manque le plus, c'est d'informations. Puisque précisément pour savoir combien il y a de malades qui ne peuvent pas être soignés, combien il y a de malades qui voudraient l'être et ne trouvent pas de médicaments, il faudra avoir des informations sur les pénuries, les réelles dates de manque d'approvisionnement, les dates de réapprovisionnement, savoir qui fabrique, où, dans quelles conditions, quel médicament est sous brevet, lequel ne l'est pas. C'est extrêmement compliqué d'avoir accès à l'information. Pourquoi, à votre avis ? Parce que probablement c'est déjà une information très complexe, donc, mais bon, on peut considérer que ce n'est pas le seul domaine dans lequel l'information est complexe à gérer. Et par ailleurs, c'est un mélange d'actions publiques et d'activités privées. La totalité de la production de médicaments auxquels on a accès en France sont produits par des industriels privés. Donc forcément, il y a une sorte de conflit d'informations et on peut imaginer que pour les élus aussi, c'est difficile de prendre de bonnes décisions quand on n'a pas accès à des informations. Alors ça, c'est vraiment le cheval de bataille de votre association, la transparence. Jean-Jacques Zambowski, les pénuries ne datent pas du Covid. On est tous encore très marqués par ce qui s'est passé, par l'épidémie, et on l'a bien en mémoire. Les usines, c'est simple, hein, de fabrication des molécules, des médicaments en Chine, en Inde, se sont arrêtées. Donc évidemment, il y avait des pénuries. Mais ça ne date pas forcément que de cette épidémie-là, ou même des grippes de l'hiver. Il y a eu toujours des pénuries, ça date de quand ? Ça date du moment où on a décidé que
les prix des médicaments étaient la variable d'ajustement des budgets en déficit de la sécurité sociale. Il y a longtemps, un Premier ministre qui s'appelait Alain Juppé a dit « le déficit de la Sécu, il est abyssal ». Il avait raison par rapport aux chiffres de l'époque. Et il a demandé combien les Français et les entreprises de France accepteraient qu'on prélève et comment on allait répartir l'argent restant. Alors depuis 1997, donc c'est vieux, on vote l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, en gros moitié pour la ville, moitié pour l'hôpital. Et là-dedans, le médicament, ça représente en gros 20% des dépenses pharmaceutiques. Le reste, c'est les honoraires, c'est le salaire des médecins hospitaliers, des infirmières, enfin bon. Quand on revalorise, et il le fallait, les salaires des infirmières ou des personnels hospitaliers, quand on augmente même seulement d'1,50 € la consultation des médecins, eh bien, en même temps, on considère que le médicament, ça fonctionnera toujours. Quand je regardais, avant de venir sur ce plateau, l'amoxicilline, vous parlez d'antibiotiques tout à l'heure. Oui. Pour les enfants notamment. Mais aussi pour les adultes. C'est l'antibiotique le plus prescrit pour les infections bactériennes, évidemment pas virales. Ça vaut 1,53 € la boîte de gélules, toute marge incluse. La logistique incluse, le grossiste répartiteur qui les livre chez le pharmacien et le pharmacien. À ce prix-là, aucun industriel, il s'agit du prix du générique le moins cher d'amoxicilline, aucun industriel ne peut fabriquer, ne serait-ce qu'en équilibrant ses frais, le fait de vous mettre à disposition les blisters qui contiennent en France. Il faut expliquer, ce sont des médicaments, et le brevet est déjà tombé dans le domaine public. Oui, ce médicament existe sous forme générique depuis au moins 10 ans. Tous les laboratoires qui ont... Il n'est plus rentable, en fait, c'est ça? Non. Il n'est plus protégé par un brevet. Oui. Donc, au bout de 10 ans, le brevet tombe, oui. Et n'importe qui peut donner les caractéristiques, les garanties de qualité, peut avoir le droit de soumettre une autorisation en vue de commercialiser une version dite générique. C'est le même, parfois d'ailleurs fait dans la même usine, oui. Mais il se trouve que n'étant plus protégé par un brevet, le prix s'effondre. En France, on est le seul pays qui a une diminution de 60% obligatoire à l'introduction du premier générique, suivi d'une diminution d'encore 12,5% 18 mois plus tard. Donc finalement, au bout de 18 mois après la mise sur le marché du premier générique, le médicament ne coûte plus qu'un tiers de ce qu'il coûtait, étant entendu qu'il est utilisé depuis 10 ans et qu'il a gardé toute son actualité, tout son intérêt en thérapeutique. On ne générique pas des médicaments qui ne sont plus d'intérêt thérapeutique. Bien compris. Et le laboratoire qui fait le produit d'origine, lui, doit lui aussi baisser son prix. Ce qui fait que la Sécu peut consacrer, et c'est tant mieux, une partie de l'argent qui lui reste, de l'économie qu'elle fait, à permettre des nouveaux produits qui coûtent encore très cher. Sauf que, à 1,53 € par exemple, la boîte entière d'amoxicilline, personne, pas même le génériqueur, ne peut s'en servir. Et je répondrai à ma voisine, à part l'information qui est un vrai problème, à part l'équité qui est un autre problème, se pose tout simplement le problème de les industriels qui n'ont pas la charité publique comme première vertu, c'est normal aussi, eh bien, ils vont vendre dans des pays où on achète leurs produits un peu plus cher que dans le pays d'Europe où on l'achète le moins cher. D'accord, c'est très clair. Mais on avait besoin de cette mise au point parce que c'est pas si simple à comprendre. Et le président de la République a promis, parmi les promesses qu'il a faites tout à l'heure, a promis que les prix seront réajustés pour permettre à tout le moins que la vente ne soit pas à perte. Personne ne peut rien vendre à perte. Aurore Berger, c'est vrai qu'on se dit que voilà, les grands labos pharmaceutiques, on a compris, ne dégagent pas de marge importante à fabriquer, voire zéro dans notre pays ou en Europe. Donc l'intérêt à exporter, il est manifeste. Ce sont des industriels qui aussi investissent dans la recherche. Donc on peut se dire qu'ils font de telles économies d'échelle à fabriquer les molécules en Chine ou à faire fabriquer en Inde qu'on aura bien du mal à les convaincre de revenir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le politique peut faire? C'est la contrainte? C'est quoi? Déjà, il y a quand même ceux qui ont annoncé et qui se sont engagés dans le cadre de France 2030 à revenir, qui l'ont dit à Choose France notamment. C'est 160 millions d'euros d'investissement sur 9 notamment grands acteurs industriels qui s'y sont engagés. Donc ça, c'est quand même un mouvement qui est positif, de se dire que aujourd'hui, ils considèrent que ça a du sens et qu'on considère aussi collectivement que ça a du sens de relocaliser. On sort aussi, et vous l'avez dit, la pandémie a évidemment marqué durablement, en tout
cas on l'espère, de ce point de vue-là, les esprits, mais d'années où on nous expliquait quand même que la France, si elle devenait une grande nation de services, c'est-à-dire sans ses industries, finalement, c'était l'avenir qu'on devait promettre aux Français. Et donc, on a un retournement parce que du fait des questions de souveraineté qui se sont posées, des sujets de dépendance qu'on a vécu, notamment sur les questions de médicaments, mais pas que sur cette question-là, c'est celles qui sont les plus criantes, qui ont été les plus criantes pendant la crise, alors on voit qu'il y a un intérêt stratégique majeur à réinvestir. Donc ils joueront le jeu dans la durée, parce qu'on est à 80% de dépendance quand même, c'est pas rien, c'est énorme. 160 millions d'euros, a priori, c'est pas pour partir le lendemain. D'autant plus qu'encore une fois, quand vous relancez des lignes de production, c'est évident que relancer une ligne de production, ça se fait pas en 3 mois ou en 6 mois. Donc ce sont des investissements de moyen long terme. Et donc s'ils ont acté le fait qu'ils revenaient, choisi les sites au sein desquels ils souhaitaient s'implanter, c'est évidemment pour une implantation durable en France. Et après, ça pose des questions que vous avez été plusieurs à évoquer sur, en effet, quel est le juste prix qui doit pouvoir exister pour le médicament. Je trouve que le parallèle qui est fait par le président de la République sur la question notamment agricole est le bon parallèle, c'est-à-dire à un moment, quel est le prix à la fois que l'État, mais à la fois que les citoyens sont prêts à mettre par rapport à des sujets qui sont absolument essentiels, c'est-à-dire notre santé publique, notre alimentation, c'est notre santé publique, les médicaments, c'est notre santé publique, et je crois qu'il faut aussi accepter de mettre ce sujet-là sans tabou sur la table. Comme on a compris que c'est vraiment la variable, c'est le prix de revient du médicament, il faut qu'il augmente. Qui doit le supporter, ce prix plus élevé? C'est le patient, c'est l'État, l'assurance maladie, ça dépend du médicament, vous allez me dire. Pour l'instant, c'est l'assurance maladie qui le supporte. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'en France, on a un certain rapport de force qu'on peut porter, puisque de toute façon, quand un industriel arrive sur le marché français, il sait que son médicament va être diffusé, puisqu'il y a la sécurité sociale qui paye les médicaments, et c'est bien normal. Pas tous, là où je m'inscris en faux, quand même, vous ne pouvez pas dire que c'est le prix qui détermine le fait que des pays sont approvisionnés en médicaments ou non. La Suisse paye ses médicaments 40% plus cher. Pour autant, ils ont quand même eu des ruptures. De la même manière, on ne peut pas comparer aujourd'hui la politique agricole et la politique industrielle dans le secteur pharmaceutique. On ne peut pas comparer un agriculteur et un secteur qui a explosé tous ses bénéfices et tous ses records, notamment durant la crise du Covid. Je ne résume pas le secteur pharmaceutique à la question de la crise du Covid, mais quand même, il y a eu des records absolus. Dans l'industrie pharmaceutique, c'est 40 milliardaires supplémentaires durant la crise Covid. Aujourd'hui, ce mouvement de relocalisation sur les médicaments essentiels, vous l'accompagnez, j'imagine, malgré tout. Aujourd'hui, mon inquiétude sur le mouvement de relocalisation, c'est quelles sont les conditionnalités à ces aides-là. Tout à l'heure, Mme Berger, vous avez dit, s'ils donnent 160 millions, ce n'est pas pour qu'ils partent du jour au lendemain. Bon, pendant la crise Covid, on a donné 200 millions d'euros à Sanofi. Une semaine plus tard, ils annonçaient 1700 suppressions de postes. Je crois qu'aujourd'hui, si on n'a aucune conditionnalité dans les aides qu'on donne, on risque tout simplement de se faire plumer à l'échelle de l'État. Et à l'échelle de la sécurité sociale. Alors, conditionnalité, ça ne veut pas dire contrainte, ça veut dire quoi ? Conditionnalité, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on investit de l'argent et que le groupe part ou ne produit pas ce qu'on lui a demandé de produire, il est censé rembourser. Et juste d'un point quand même, honnêtement, il ne faut pas se dire aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique est un secteur en grande difficulté. À vous entendre, je suis désolé, mais on a l'impression que vous vendez à prix coûtant. Aujourd'hui, ce sont personne n'a dit que les géants de la recherche pharmaceutique, les Sanofi et autres Pfizer, sur des records étaient, exceptionnels. Maintenant, quand même, un des sujets que je souhaite poser aussi, c'est qu'aujourd'hui, si on veut une politique industrielle d'ampleur, je crois qu'il est indéniable qu'à un moment donné, sur certains médicaments, peut-être les plus basiques, l'État aussi prenne une part de production. Ça existe dans d'autres pays. Et je crois qu'on doit aussi prendre une certaine part de la production, ne serait-ce que pour s'assurer un minimum et ne pas fonctionner seulement à la subvention. Donc vous voulez nationaliser certains médicaments? Non, je ne veux pas nationaliser certains médicaments. Je pense que par contre, les Pays-Bas, par exemple, produisent une certaine partie de leurs médicaments. Je sais que le Brésil le fait aussi. Je ne dis pas qu'il faut nationaliser tous les laboratoires et les industries. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que simplement, aujourd'hui, on peut doubler certaines productions, s'assurer de différentes productions pour être sûr d'avoir ces médicaments sous la main. Et je crois vraiment que dire que c'est seulement la question de l'augmentation des prix, en fait, on part dans une spirale infernale. Il y a des auteurs qui ont écrit, donc je pense à Rosane Le Saint notamment, sur aujourd'hui quel est le prix des médicaments et comment en fait il y a une certaine pression qui s'exerce et le fait qu'aujourd'hui on paye toujours plus, alors qu'à un moment donné il faut aussi qu'il y ait des conditions sur les aides. Et d'un dernier point, la plus grande niche fiscale dans notre pays, c'est le crédit impôt recherche. C'est presque 7 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, il n'y a aucune conditionnalité. C'est-à-dire qu'on peut donner 7 milliards d'euros par an sans en attendre les retours. Alors ça, c'est encore une autre question, mais ce crédit impôt recherche, manifestement, porte encore ses fruits, parce qu'il permet quand même de rester dans la compétitivité, de l'innovation. En tout cas, il est très critiqué, c'est vrai. Je voudrais juste, avant vous montrer que ça marche, en tout cas, sur le fameux médicament symbole, celui qu'on utilise le plus, le Doliprane, puisqu'il y a des usines qui travaillent, on est allé faire un reportage. Je voudrais juste comprendre la molécule. On parle tout le temps de matières premières, on parle tout le temps des
des principes actifs. C'est ça qui est fabriqué en Chine et en Inde. Ça veut dire quoi concrètement? Pas seulement, tout le reste. Dans le Doliprane, par exemple, et les autres paracétamol, les paracétamol génériques, par exemple, l'ensemble des éléments qui vont finir par se retrouver dans la gélule ou dans le sirop, etc., sont achetés à des prix qui permettent finalement de le commercialisé par les 10 ou 12 laboratoires qui ont un paracétamol. Mais fabriquer un principe actif, parce qu'on entend ces mots, molécules, matières premières, on pourrait le faire en France. Ce n'est pas des substances qui n'existent que dans ces pays, on est bien d'accord. Ça existait chez nous, ça a été breveté quelque part chez nous. Dans le cas du paracétamol, on ne sait pas qui est l'originateur du brevet. Dans le cas de l'aspirine, c'était un dommage de guerre, donc ça date de l'époque où il y a eu les guerres mondiales. Dans le cas du paracétamol, on ne sait pas, mais le principe actif est dans le domaine public. Donc quiconque donne les garanties de qualité que ce qu'il produit est bien du paracétamol conforme à la norme, peut en fabriquer. Donc la recette, pour le résumer, elle est européenne ou américaine selon le, non, elle est mondiale. le laboratoire, elle est mondiale, mais la cuisine, elle est en Chine. 80% des principes actifs sont en effet produits là-bas. On pourrait tout à fait les produire ailleurs. C'est une logique de marché et qui nous rend, on l'a vu pendant le Covid, extrêmement vulnérables quand l'Inde doit cesser sa production ou la Chine fermer ses frontières. Donc cette vulnérabilité-là ne peut pas être compensée si on ne produit pas les principes actifs sur le territoire national. Alors on va voir comment ça se passe dans les usines de Sanofi du Calvados. Vous vous souvenez de cette promesse, refaire du Doliprane bleu, blanc, rouge? Eh bien, ça commence. On a compris que ça prend un peu de temps. Regardez, c'est un reportage de Frédéric Prabonneau avec les équipes de France Télévisions. Une dizaine de boîtes de comprimés de paracétamol sort chaque seconde de ces chaînes de production. L'usine de Doliprane de Lisieux tourne à plein régime depuis le Covid et la hausse de la demande cet hiver. On a investi dans cet équipement il y a environ 2 ans. C'est vraiment un équipement à haute performance. On va pouvoir produire 340 000 comprimés par heure. Le laboratoire français vient même d'annoncer un record de production. Plus de 420 millions de boîtes de Doliprane en 2022. Mais ces immenses entrepôts seraient vides sans une matière première fabriquée uniquement à l'étranger, le principe actif qui fait l'efficacité du médicament. Le paracétamol, on ne le produit pas chez Sanofi, on l'achète dans différents pays, en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Turquie, on a différents fournisseurs. La France veut à nouveau produire ce principe actif. Donc ici, le terrassement a commencé pour la future unité de paracétamol. Début de production annoncé en 2025, 15 000 tonnes par an, 2 à 3 fois le marché français. Une relocalisation pas forcément plus chère, assure le directeur. La molécule qui soigne dans le médicament, celle qu'on relocalise ici, ne pèse pas plus que 5% du prix total du médicament. Et pour être plus rentable, le laboratoire a mis au point un nouveau procédé de production. Avec une intensification forte et une automatisation et une robotisation du procédé. Ça nous permet d'avoir des coûts de fonctionnement bien moindres, avec un nombre de personnel, pour être clair, direct, bien moins important que la Chine. La société a aussi bénéficié d'aides. Depuis la crise Covid, le gouvernement finance des relocalisations, alors que 80% des principes actifs utilisés en Europe sont produits hors Union, surtout en Chine et en Inde. Mais les laboratoires pharmaceutiques répètent que pour attirer les producteurs, il faut surtout augmenter le prix d'achat des médicaments. Le prix en France reste régulé, stable, n'évolue pas. Pour certaines spécialités, il n'y a pas de marge. Les pénuries prouvent, selon certains spécialistes, que laisser faire le marché n'est pas toujours la meilleure option pour des produits de santé. Rien n'empêche un État ou l'Union européenne de décider d'aider à la création de producteurs de médicaments génériques dans différents pays d'Europe. Ces entreprises pourraient être soit des entreprises publiques, soit des entreprises sous forme associative. Selon les acteurs du secteur, une indépendance en santé n'est possible qu'à l'échelle européenne, en se concentrant sur 200 ou 300 molécules essentielles. Voilà, Christophe Lucas, comment vous regardez ce mouvement? Parmi les 25 médicaments dits essentiels, la liste est communiquée ce soir. Vous y avez jeté un œil à cette liste déjà? Vous y avez retrouvé les anti-épileptiques? Je les cherchais là. Le diazépam, non? Dans les 25, il n'y en a pas de mémoire, mais je les ai vus vite fait. Moi, j'en ai un, mais peut-être que il y a le diazépam, on est d'accord. Celui-là, mais c'est pas le plus important. Mais dans les 450 en fait qui ont été annoncés, je sais par bruit de couloir en fait que on va dire 98% des médicaments d'épilepsie sont intégrés dedans. Mais pour nous, c'est essentiel
parce que, si vous voulez, entre un médicament, la déstabilisation en fait de l'épilepsie par un changement de traitement occasionnel, on parle du paracétamol, aujourd'hui vous avez mal à la tête, vous prenez un paracétamol X ou un Doliprane, l'effet est le même. En épilepsie, c'est pas ça du tout, et même avec le même molécule, il peut y avoir des divergences. Donc les risques associés en fait aux troubles du médicament dans l'épilepsie, c'est les états de mal, c'est les réa pour les épilepsies sévères et lourdes, et c'est aussi les comorbidités, puisque quand vous déstabilisez un traitement, forcément vous mettez en péril la vie des gens. Et je dirais que le regard d'un président d'association de patients et d'aidants, en fait, tout cet aspect économique en fait n'est pas opposable pour ces familles-là, parce que leur problématique, c'est la vie, en fait. C'est la vie de leurs enfants, de leurs frères, de leurs sœurs, et c'est leur vie pour certains. Donc cette problématique-là, en fait, ils la regardent un petit peu à distance. Maintenant, moi, je reste conscient que demain matin, il va falloir changer, en fait, le coût des médicaments. Il va falloir les faire évoluer de toute façon. On a le problème aujourd'hui avec l'agriculture, avec le blé et compagnie. Il faut accepter à un moment donné de payer peut-être plus cher pour avoir, enfin l'État en général, les traitements, pour pouvoir être garanti sur les traitements. Et puis le problème d'information qui était soulevé tout à l'heure, entre les pharmacies, la NSM, etc. Nous, on essaie de communiquer aux patients dans nos groupes Facebook, etc. Mais c'est compliqué de donner l'information. L'avantage, c'est qu'en étant association d'utilité publique, on a une représentation dans les commissions à l'NSM et on peut donner l'information. Mais Jean-Jacques généralement, c'est pas fait. Vous qui êtes économiste de la santé, c'est le début d'une petite révolution qui peut aller jusqu'à reprendre la souveraineté sanitaire en main, où de fait, voilà, les 80% de dépendance, on ne va pas réduire ce chiffre à zéro. C'est juste que pour les essentiels, voilà, le modèle peut évoluer. Oui, et il y a une dimension qui n'a pas été abordée depuis qu'on a commencé à en discuter tout à l'heure, c'est la dimension européenne. Bien sûr, c'est la bonne échelle. C'est la seule échelle qui soit valable. On a vu qu'au moment du Covid, les dispositions et le prix d'achat des vaccins, sur lequel on pourrait épiloguer longuement, a été discuté au niveau européen, à charge pour chaque pays d'organiser sa politique de vaccination, etc. Donc, quand on parle de relocalisation, c'est l'Europe tout entière. Je trouve que les médicaments circulent librement à l'intérieur de l'espace économique européen et que c'est donc à cette échelle-là qu'il faut raisonner. On voit aussi, vous parliez du blé il y a un instant et de tel ou tel aliment, on voit que des pâtes fabriquées en Italie sont vendues librement en France et que tel ou tel produit fabriqué en France circule librement en Italie. Donc c'est l'échelle européenne. Maintenant, le président de la République a eu une initiative qui consiste à dire assurons-nous au moins à l'espace de la France qu'un certain nombre de ces produits que nous savions faire, que nous avons le savoir industriel nécessaire. On a des tas d'usines, vous avez montré une carte tout à l'heure, étant potentielles, elles se sont éteintes au long de ces récentes années. C'est anormal, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesses locales, ça entretient des savoir-faire locaux. Au moins fabriquons ces 25, peut-être demain 50. Mais n'oublions pas tout ce qui peut être produit chez les voisins belges, allemands, néerlandais, pour ne pas parler des pays à moins. Donc ça peut marcher sans passer par un pôle public tel que le défend Je ne connais pas de pays, quoi que puisse en dire Monsieur, j'ai oublié le nom. Monsieur Naudet, monsieur le député. Naudet, mais très bien. Je ne connais pas de pays qui ait une industrie pharmaceutique fiable, pilotée par l'État. Ni surtout, parce que le problème n'est pas que l'industrie, le problème est l'argent de la recherche. Oui, des laboratoires ont gagné beaucoup d'argent à l'occasion du Covid, mais des tas d'autres laboratoires d'abord et d'autres industries ensuite se sont complètement casser la figure économiquement. Et ce qui a été gagné en plus, parce qu'il y avait des millions de malades dans le monde, a été gagné en moins par les industries du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration ou simplement des vêtements. Alors il y a eu effectivement un déséquilibre économique au moment de cette pandémie mondiale. À tout le moins, reconstruisons une économie européenne fiable autour de la santé et du médicament. Ne sous-payons pas, mais ne surpayons pas non plus. Et soyons peut-être attentifs, effectivement, au profit que chacun est légitime à faire ou à ne pas faire.
Anne-Sophie Leroux, vous voulez rajouter quelque chose? Sur ce que disait Damien et ce que vous venez de dire, il ne s'agit pas forcément, je crois, dans la proposition, de piloter toute la production, mais juste d'offrir une alternative qui permet aussi, dans un cadre de fixation des prix qui jusqu'ici est détenu uniquement par un cadre industriel privé, d'avoir un potentiel de négociation. Et par ailleurs, je reviens aussi sur ce que vous disiez sur la révolution, qui à partir est du moment où potentielle, l'État voilà. finance la recherche, par exemple, où l'État, dans le cadre de la relance, France 2030, etc., met de l'argent public, il faut qu'il y ait une contrepartie, c'est ça? Une contrepartie. Ça et va- en plus, ça va de alors, soi. il y a de l'argent public mis. Et il y a Sur la aussi les 20 ans relocalisation de déjà. recherche sur l'ARN qui ont été faits avant la crise du Covid, qui ont profité aux laboratoires. Et c'est bien heureux que la recherche profite à tout le monde. Néanmoins, il ne s'agit pas seulement du moment où l'argent est donné, mais aussi des 20 ans de recherche avant qui doivent être valorisés. Bien compris. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça on l'a bien Ça va pas se faire du jour au compris. lendemain, mais c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même se poser la question de combien de fois on paye. Je crois que quand il y a les délocalisations du médicament, quand on relocalise, on paye la recherche, on paye la relocalisation et ensuite on repaye le prix du médicament. Et à un moment donné, il faut aussi se poser la question, il faudrait faire la transparence en fait au moment de la négociation des prix, quand les industriels viennent vendre un médicament, qu'on puisse savoir combien l'État a déjà financé pour ce médicament. Et ça nous permettrait d'enclencher un rapport de force entre l'État, la sécurité sociale, et entre les industriels, savoir combien on a déjà payé pour ces médicaments-là. La contrainte, ou en tout cas, voilà, de la transparence par la dans la transparence, production j'ai bien des prix. compris l'idée. En tout cas, la pression par la transparence sur l'information, ça c'est quelque chose qui... L'information, elle est publique. On sait exactement combien Sur la fixation du prix. déjà combien l'État investit. On sait évidemment combien l'État investit sur les enjeux de relocalisation sur France 2030, pour prendre uniquement cet exemple-là. On sait combien l'État investit et finance parce que justement, on se fixe chaque année des règles sur le financement de la sécurité sociale et c'est ce que nous votons ici à l'Assemblée nationale. Donc cette transparence, il ne faut pas donner le sentiment qu'on cacherait des choses sur les investissements que réalise l'État. Non, les investissements sont La Commission qui négocie n'a pas connaissance des prix investis connus. par l'État. Et ce qui compte, encore une fois, c'est faire en sorte Au moment de la négociation, il n'y a pas la connaissance de tous les prix ces qui ont été productions investis. puissent être relocalisées et que les Français, encore une fois, qui sont en stress potentiellement chaque semaine ou chaque jour, puissent trouver leurs médicaments sans craindre de devoir faire 3, 4, 5 ou 10 pharmacies. Notre enjeu public, notre enjeu de souveraineté, il est là. Avant d'essayer de jeter l'opprobre sur tel ou tel, on peut toujours se faire plaisir parce que les labos pharmaceutiques, c'est assez facile, je trouve, évidemment, et ça marche bien dans l'opinion publique de prendre pour cible. Ce qui compte, c'est surtout que ce soit efficace et c'est surtout qu'à la fin, les Français aient accès à leurs médicaments. Quelque chose me dit que vous allez continuer ce débat en coulisses. On aura sûrement un nouveau débat quand votre proposition de loi sera inscrite à l'ordre du jour. On s'arrête là, la fin des pénuries, avec un point d'interrogation. C'est pas pour tout de suite, mais il y a un chemin qui est amorcé. Merci à vous, merci d'être venu débattre sur ce plateau.